Nous sommes au cœur de l'économie de la douane malienne ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous accueillir dans votre émission économique. Et c'est au CNPM, le Conseil national du patronat, que nous enregistrons ce numéro consacré à la douane malienne face aux défis de l'heure. Et toujours à mes côtés pour présenter et animer cette émission, mon colistier Sidiki Dambélé, si je peux l'appeler ainsi. Sidiki, bonsoir. Bonsoir, Léa. Vous allez, dans une poignée de minutes, nous présenter vos invités avec lesquels vous allez débattre sur le thème de l'émission que je rappelle encore une fois, la douane malienne face aux défis de l'heure. Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par notre premier sujet de reportage et tout au long de cette émission, vous allez entendre que les douanes maliennes contribuent beaucoup à l'économie malienne. Oui, mais comment? À travers, bien sûr, diverses actions. Celles-ci vont de la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic d'armes et de produits contrefaits à la création d'un espace économique sain et concurrentiel. Les douanes ont versé près de 1640 milliards de francs CFA, je dis bien 1640 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Plus de détails avec Siaka Konaté, Adama Kamara et Khadijatou Traoré. Quand on parle des douanes, on pense aux recettes qu'elles génèrent et qui sont versées dans les caisses de l'État. Pour les 3 derniers exercices qui couvrent la période 2017-2019, l'apport des douanes maliennes au budget de l'État se chiffre à près de 1640 milliards de francs CFA, soit un taux de 40%. Pour en tout cas la plupart des pays en voie de développement, comme le nôtre, les pouvoirs publics attendent beaucoup de cet apport fiscal du service des douanes. Pour 2020, n'eût été l'avènement de la pandémie, la contribution attendue des douanes pour 2020 était de 713,5 milliards pour des recettes globales de 1800 milliards, soit un taux de contribution de 39,6%. Les douanes mobilisent des ressources annexes dans le cadre de la mise en œuvre des prélèvements communautaires de la CEDEAO, des prélèvements communautaires de solidarité de l'UEMOA et d'autres redevances. Les douanes ont recouvré 70,3 milliards au titre des budgets annexes en 2017, 53,3 milliards en 2018 et 77,4 milliards en 2019. Toujours dans le cadre de l'intégration sous-régionale et africaine, les douanes maliennes travaillent aussi à la création d'espaces économiques sains et concurrentiels à travers l'application des régimes douaniers économiques. Il s'agit d'accorder des facilités aux opérateurs économiques, ce qui a conduit à la création des régimes de l'entrepôt industriel, des stockages, des admissions temporaires, des importations temporaires, des transits. Ainsi, rien que pour les 2 premiers régimes, les douanes ont enregistré 17 nouvelles créations et 277 cas de renouvellement sur les 3 derniers exercices. Ce qui a poussé la Direction générale des douanes à entreprendre des réformes organisationnelles pour faire face à ce besoin précis d'incitation économique par la création d'un bureau spécial, le bureau des régimes économiques, ce que nous appelons communément le 801. Donc un bureau expressément créé pour pouvoir gérer, prendre en charge en tout cas ces régimes douaniers économiques compte tenu de leur importance pour l'économie nationale. Pour inciter les partenaires à implanter des projets au Mali, les douanes leur accordent des exonérations. Quand l'État décide de renoncer à certains droits et taxes, pour relancer un programme d'envergure qui puisse produire des effets économiques à moyen et long terme, c'est un choix. Et c'est un choix qui peut, au bout de compte, booster même les recettes douanières. Autre contribution des douanes, la lutte contre la fraude, la concurrence déloyale
et la criminalité transnationale. Les douanes ont saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions, de stupéfiants, de médicaments frauduleux, ont eu à gérer plus de 8000 affaires de fraude commerciale. En 2018, les douanes ont engrangé 3285 affaires pour un montant d'amende et confiscation de 3 226 142 francs CFA. Les amendes et confiscations. Pour un recouvrement de droits compromis de 1,6 milliard. En 2019, ce service est passé à 5 184 affaires contentieuses pour 4,6 milliards d'amendes et confiscations et pour 2,3 milliards millions de droits compromis et recouvrés. Les douanes appuient également d'autres administrations dans l'accomplissement de leur mission, celle de la protection des personnes, des animaux et des espèces protégées. Certes, les douanes maliennes ont perdu certaines régions à cause de l'insécurité, une perte qui a impacté les recettes, mais les soldats de l'économie se battent toujours pour verser le maximum de ressources dans les caisses de l'État. À rappeler à nos téléspectateurs que les sujets de reportage que nous allons suivre tout au long de l'émission ont été tournés bien avant la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Donc, bien de choses ont évolué autrement. Ce deuxième reportage est réalisé par Tenemba Mounekata, Abdraman Keïta, Khadija Aïdara. Tenemba Mounekata met l'accent sur le rôle de sécurisation du territoire national de la douane, présente généralement aux frontières du pays. À l'aéroport, par exemple, la douane est l'un des services publics chargés de veiller en premier lieu sur l'intérêt du pays dans nombre de domaines. Suivons ensemble. Au Mali, la douane est un service de l'administration publique, actuellement rattaché au ministère de l'économie et des finances. Elle est animée pour la plupart par des agents issus du domaine de l'économie, de la statistique ou de la justice. À côté de ces spécialistes se trouvent divers autres profils. Tous suivent une formation militaire de base allant de 4 à 6 mois, car l'administration des douanes est chargée de missions diverses et complexes. Nous avons une mission fiscale. La douane a une mission fiscale, une mission économique et des missions particulières. Aujourd'hui, l'administration des douanes joue un rôle économique pour lutter contre la fraude, protéger nos unités industrielles. La preuve, nous avons créé au niveau de la Direction générale des douanes la direction de la facilitation et du partenariat avec les entreprises. Il y a des missions particulières. La douane a la faculté, à travers les différents textes, le code, surtout le code des douanes, de jouer le rôle de sécurité, comme la police, de défendre notre pays comme le militaire, les eaux et forêts. Là où il n'y a pas de policiers, la douane est tenue de jouer le rôle de sécurité. Là où il n'y a pas de gendarmes, nous devrons faire le militaire. Et aujourd'hui, où il y a l'insécurité qui est très développée, il y a une criminalité transfrontalière, la douane a eu d'autres missions, lutter contre ces crimes. La mission fiscale a pris les pas sur les autres attributions de la douane. C'est à travers elle, en effet, que l'administration douanière arrive à pourvoir le budget de l'État et celui des organismes communautaires tels que l'UEMOA et la CEDEAO. C'est là à travers les prélèvements des droits et taxes sur les produits d'importation. Ces différents prélèvements fiscaux sont convenus d'une part entre les pays appartenant aux mêmes regroupements économiques et d'autres émanent des dispositions nationales. Quand un opérateur économique importe, en remplissant effectivement toutes les dispositions qu'il faut, en ce moment, il doit payer le fisc. C'est-à-dire on applique la fiscalité qui est prévue au cordon douanier. S'ils exportent, c'est la même chose dans d'autres pays, mais je précise qu'au Mali, à l'exportation, il n'y a pas de droit
à percevoir. Percevoir ainsi des droits sur les marchandises aux frontières du pays permet à la douane de protéger également l'économie nationale et communautaire. Cette action rend les entreprises nationales compétitives sur le marché. Autrement, elles pourraient difficilement faire face à la production internationale, généralement moins chère. Les importations sont réparties en 5 catégories soumises à différents niveaux de taxation selon l'utilité sociale et l'importance économique du produit. Les différents produits figurant dans le tarif extérieur commun ont été répartis en 5 catégories. La catégorie 0, le taux du droit de douane est 0. La catégorie 1, le taux du droit de douane est 5%. Ça, c'est en réalité des biens, choses de première nécessité, ou des matières premières pour les unités industrielles, ou des biens d'équipement pour nos unités industrielles, ou des intrants spécifiques. Donc voilà, ce sont ces produits-là pour lesquels on les a mis dans une catégorie où ils payent moins de droits de douane. Il y a également la catégorie 2. Le taux du droit de douane est de 10%. Ça, ce sont des biens intermédiaires, des intrants ou des biens intermédiaires. Il y a la catégorie 3, pour laquelle le droit de douane est de 20%. Ça, ce sont des biens finis qui sont destinés à la consommation. La catégorie 4, c'est une catégorie qui a été créée pour prendre en considération des biens qui jouent un rôle spécifique dans le développement économique. Par exemple, il faut qu'on protège nos unités industrielles. Donc, on a décidé de créer une dernière bande qui va porter le droit de douane à 35%. La douane veille donc à tous les niveaux au bénéfice du pays et des citoyens. Un véritable sacerdoce pour qui s'acquitte convenablement de son devoir. Un reportage signé Tenemba Mounekata. Nous voilà bien partis dans notre émission au cœur de l'économie. Je vais passer la parole à Siliki Dambélé et ses invités. Siliki, c'est à vous. Merci Nyanya Loutraoré que nous allons retrouver tout au long de cette émission pour d'autres reportages bien croustillants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de votre émission consacrée au débat sur la thématique la douane malienne face aux défis de l'heure. Défis de l'heure, entendez par là la double voire la triple crise sécuritaire due à la lutte contre le terrorisme, la crise sanitaire avec le Covid-19 qui est toujours là entre nos murs et la crise politique avec la démission du président de la République depuis le 18 août dernier. Comment, dans ce contexte difficile, très difficile, les soldats de l'économie qui ont, par exemple, des objectifs de recettes de l'ordre de 713 milliards de francs CFA cette année 2020, se débattent pour remplir les caisses de l'État. Et comment les partenaires des douaniers, les transitaires, les commerçants, les industriels arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, pour débattre de ces questions et de bien d'autres questions, nous avons sur ce plateau M. Amadou Konaté, que vous avez vu dans les reportages. Il est le directeur des recettes à la Direction générale des douanes, inspecteur des douanes. Bonsoir. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir. Alors, vous avez une idée des recettes du jour? Oui, difficile, mais on fait avec. On est aujourd'hui à 23 milliards. Non, par jour. Par jour, avant, en temps normal. En temps normal, la douane réalisait, je parle au passé, réalisait en tout cas une moyenne quotidienne de 4 milliards. On a quitté 4 milliards, on est revenu avec l'aggravation de la crise sécuritaire à 2 milliards jour. Aujourd'hui, nous sommes entre 1 milliard et 1,5 milliard. Alors, M. Souleymane Baba Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des transitaires du Mali. En 2 mots, c'est quoi le travail du transitaire? Merci, monsieur. Le transitaire, c'est l'homme à tout faire. Nous sommes des auxiliaires du commerce. Donc, qui dit auxiliaire du commerce dit tout ce qui arrive. Depuis qu'on est là, on ne parle que des milliards. C'est pour vous dire que tous ces milliards passent dans la main du transitaire avant d'atterrir à la douane. Ça ne reste pas entre vos mains? Ça ne reste jamais. Monsieur Modibo Mao Makalou,
C'est bien ça? Oui. Bonsoir. Monsieur Dambélé, vous êtes économiste. Bien je sûr. vais ajouter économiste expert. Merci beaucoup. Et si on vous demandait aujourd'hui, en tant qu'économiste, l'état de santé de l'économie malienne d'une manière générale, vous allez donner quelle note? Ce que je puis dire, c'est que notre économie ne se porte pas bien. Enfin, le monde ne se porte pas bien. Et vous savez, African Pulse, qui est le magazine de la Banque mondiale qui parle de la conjoncture économique, dit que ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de récession de cette ampleur en Afrique. C'est la première fois que l'ensemble des pays africains vont connaître une récession. Une récession, ça veut dire des difficultés économiques. Notre pays n'est pas en reste. Je vois, vous ne voulez pas donner une note, mais j'imagine déjà... Non, la note, on va être dans de sérieuses difficultés. Je pense qu'on aura peut-être 1 sur 10, un maximum. D'accord. Alors d'abord, actualité oblige, notre pays est frappé par un embargo de la CEDEAO depuis le 18 août dernier, je le disais. Monsieur Makalou, on reste avec vous. Justement, vous êtes économiste. Comment mesurez-vous l'impact et l'ampleur de cet embargo-là sur le Mali? Mais c'est terrible, c'est terrible. Je vous ai dit que nous sommes un pays enclavé et nous dépendons du commerce extérieur. Et imaginez-vous que nous avons toujours eu un budget déficitaire. Qu'est-ce que cela veut dire, le budget national? Ça veut dire que nous avons plus de charges que de ressources, que de recettes. Donc ce sont ces messieurs. Et pour 2020, il y a quand même 90% des recettes fiscales qui proviennent et des services des douanes et du service des impôts. Ces deux services sont responsables de 90% de nos recettes. Et en ce moment, ces deux services sont en difficulté parce qu'à cause de la pandémie, il y a une grande crise économique. Le secteur informel qui constitue à peu près 60 à 80%, même 90% de notre économie, se porte très mal. Le secteur des services se porte très mal. Les industries se portent très mal. Donc, et le secteur cotonnier en plus, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nos 3 premières recettes d'exportation sont d'abord l'or, le coton, ensuite les animaux vivants. Ces 3 constituent 90% de nos recettes d'exportation. Nous ne faisons pas de transformation et nous importons beaucoup. Donc, non seulement notre budget est déficitaire, mais en plus, nous allons avoir des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est-à-dire, nous n'allons pas pouvoir vendre à l'extérieur et nous n'allons pas pouvoir beaucoup acheter à l'extérieur. Et nous importons énormément. Donc c'est un impact considérable sur notre économie. Ok, justement, on va vérifier ça avec le douanier, monsieur inspecteur Konati. On peut s'attendre au pire. Quand on vous dit, par exemple, qu'aujourd'hui que les caisses de l'État sont vides, vous qui êtes chargé de renflouer ces caisses-là, comment vous réagissez? Les caisses, elles sont presque vides. Elles sont presque vides. Avant la crise sécuritaire, après la crise sécuritaire, les prévisions des douanes avaient été fixées, comme on l'a dit dans le reportage, à 713,580 milliards. Alors, et ça c'était, comme l'économiste l'a dit, Bakalou, ça c'était dans une hypothèse du taux de PIB à 5%. Avec l'avènement de la pandémie, nous avons supposé, avec nos amis du département, que l'économie malienne va se retrouver à un taux de PIB de 0,9, ce qui était trop optimiste à l'époque. Ce qui fait que nos prévisions ont été revues à 567 milliards, de 713 milliards à 567 milliards. Alors, au moment où les douanes étaient en train de s'organiser pour faire face à ces niveaux de prévision, alors la crise sociopolitique accompagnée de l'embargo de la CEDEAO est arrivée. Ouais. Alors, pour vous dire que les caisses sont presque vides, de janvier à juillet, c'est-à-dire avant l'embargo, les douanes étaient à une moyenne mensuelle de 47 milliards 4. 47 milliards 4 mensuels. Une moyenne de 47 milliards 4 mensuels. Avec les effets de l'embargo, nous sommes retombés aujourd'hui à 40,4 milliards. Donc, c'est pour vous dire que, en tout cas, la crise est là. Et nous la vivons au quotidien.
D'accord. Et ça fait peur, hein, tout ça. Et alors, monsieur Traoré, vous, au niveau des transitaires, quelle est la portée de cet embargo-là sur votre secteur d'activité? Vous souffrez déjà de l'embargo? Merci, monsieur Damé. Nous souffrons déjà de l'embargo parce que, comme l'économiste vient de le dire et que le directeur des recettes vient de vous le dire, nous ne pouvons pas faire autrement. Ce sont les marchandises qui arrivent dans une frontière que nous traitons et ensuite dans les bureaux de dédouanement. Alors, s'il y a un embargo et que ces marchandises ont des difficultés pour venir, il va de soi que nous aussi, nous ne pouvons pas travailler parce que nous ne travaillons que sur cette matière, l'importation. Et qui dit embargo dit difficulté d'importation. Donc, s'il y a des difficultés d'importation, il va de soi que nous, transitaires, parce que transitaire, ça veut dire quoi? Parce que dans notre fédération, nous disons transitaire et commissionnaire agréé en douane. Okay. Donc, cela veut dire que c'est la logistique qui est en question. C'est-à-dire depuis le départ d'un port jusqu'à l'arrivée. Parce que quelqu'un peut être transitaire sans être déclaré en douane. C'est-à-dire qu'il a les moyens de transport, il transporte la marchandise, mais il ne peut pas faire le dédouanement. Vous verrez des sociétés qui font les deux à la fois. Ils transportent, ils dédouanent. Donc c'est pourquoi notre syndicat s'appelle Fédération des transitaires et commissionnaires agréés en douane. En termes de pertes chiffrées, vous pouvez nous dire en combien? perte de... Bon, je vais vous expliquer quelque chose tout simplement. Dans le vieux temps, quand on n'avait pas de problème, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas cet embargo, terrorisme, ouais. Nous étions entre 250 et 500 camions par jour entre le Sénégal et le Mali. Jour par jour. Par jour. Donc, parce que nous importons à peu près plus de 69 à 70% des besoins du Mali par ce port-là. Les autres proviennent des autres ports, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, les autres ports. Mais par le port principal, nous étions entre 250 à 500 camions par jour. Aujourd'hui, nous avons souvent, il arrive souvent que nous sommes à une centaine, souvent moins d'une centaine de fois. Et c'est vrai qu'il y a les hydrocarbures, les médicaments et puis les denrées de première nécessité qui sont épargnés par cet embargo-là. Mais on peut, selon vous, on peut tenir jusqu'à quand dans ces conditions? Les flux financiers aussi. Oui, les flux financiers sont frappés, les banques sont vraiment impactés. Les flux financiers, c'est tellement important parce que nous avons une diaspora très importante. On peut tenir jusqu'à quand? Non, c'est une question de jours parce qu'on ne pourra pas tenir. D'abord, le stock stratégique, peut-être que M. Konaté pourrait vous en parler, en termes d'énergie déjà. Mais vous savez ce que nous consommons? Bamako est l'une des villes qui a le plus haut taux de croissance en Afrique. Et Bamako, c'est le cœur et les poumons de l'économie malienne. Et vous voyez, donc maintenant, avec la Covid déjà, il y a la chaîne d'approvisionnement qui a été brisée. Mais avec l'embargo, maintenant, tout le reste est vraiment carrément arrêté, pratiquement. Parce que qu'est-ce qui rentre? Il n'y a pas grand-chose qui rentre. Parce que si vous voyez déjà au niveau de la production, c'est-à-dire les biens d'équipement ne viennent pas parce que les gens ne vont pas venir investir pendant qu'il y a l'embargo parce que c'est une période d'incertitude. Et si vous prenez, c'est pour que nous ayons une notion relative de notre importance dans la CEDEAO, si vous prenez le Nigeria, la première économie de la CEDEAO, ensuite vous prenez le Ghana, ensuite la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ces 4 pays font 90% de la richesse de la CEDEAO. Donc les 11 autres pays font 10% de la richesse de la CEDEAO, dont le Mali. Donc ceux qui disent on peut quitter la CEDEAO va nous courir après, non, vous vous trompez. Secondo, le principe de subsidiarité que j'aimerais expliquer, parce que quand vous êtes dans ce genre de regroupement, en fait, il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité qui fait que les autres ensembles vont suivre les recommandations qui ont été édictées par cet ensemble. Parce que si les sanctions de la CEDEAO seront suivies par l'Union africaine, et les gens nous disent, oui, mais il y a la Mauritanie et puis il y a l'Algérie, mais ces 2 pays font partie de l'Union africaine. Et l'Union africaine va suivre les sanctions aussi. Donc il faut que nous sortions de ce régime de sanctions parce que notre pays
notre économie n'est pas en bonne santé. L'économie malienne est à terre et tous les secteurs d'activité sont impactés. Absolument. Sur ces aspects, je vous propose de suivre la deuxième partie des reportages avec Nyanya Alou Traoré. Il est nécessaire de savoir que la douane malienne s'est dotée de nouvelles technologies pour faire face aux défis de l'heure en ce temps du numérique. Beaucoup de réformes, donc, pour davantage améliorer ces services. Boubacar Bablé Touré va nous présenter le Centre d'expertise technique. Le CETE, une fierté pour la corporation, a pour mission de sécuriser les importations douanières à travers un système de contrôle très pointu. Suivons. L'économie malienne fait face à de nombreuses contraintes internes et externes, donc relativement faibles, ce qui explique la forte dépendance financière à certaines activités. Parmi ces activités, le commerce occupe une place prépondérante. Ce secteur étant exposé à de nombreux risques et fraudes et de concurrence déloyale, il est donc plus que nécessaire de le sécuriser à travers un système de contrôle des importations douanières plus efficace. C'est qu'a amené le gouvernement du Mali à mettre en place un dispositif adéquat, à savoir le Centre d'expertise technique CET. Après la déclaration de Niamey disant de mettre fin aux sociétés d'inspection dans le monde, donc nous avons réfléchi quels mécanismes nous pouvons mettre en place pour pallier ces insuffisances. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce CET qui est un centre d'expertise technique pour nous permettre de prendre en compte l'analyse et la gestion du risque afin de pouvoir maximiser nos recettes. Ce centre qui fait recours aux méthodes les plus efficaces et les plus modernes en matière de contrôle des opérations de commerce international a une mission de haute portée. Sa mission consiste à prendre la relève après le départ des sociétés d'inspection. L'Organisation mondiale des douanes, tout comme l'Organisation mondiale du commerce, exige que ces sociétés d'inspection puissent prendre fin. Pour la simple raison que ça représente des charges pour le dernier consommateur. Donc pourquoi ne pas faire jouer déjà ce rôle-là qui était joué avant par l'administration des douanes? Pour mener à bon port cette mission régalienne, le CET regroupe tout un ensemble d'hommes et de femmes au service de la douane malienne. En somme, le Centre d'expertise technique CET joue un rôle d'analyse et de gestion du risque dans le but d'accroître le rendement de la douane afin de renflouer la caisse de l'État. Voilà, un système très opérationnel pour lutter efficacement contre la fraude, la contrebande ou encore la criminalité transfrontalière. D'autres grandes missions de la douane malienne prises en compte dans le cahier de charge de la direction du renseignement et des enquêtes. Salima Tandao, Makan Djakite et Idrissa Traoré ont fait un tour à la direction. Sur place, ils se fixent là-bas comme objectif de lutter entièrement et totalement contre ces fléaux afin de minimiser les pertes. La douane, une institution économique et financière à caractère fiscal et sécuritaire. Son rôle de sécurisation se joue dans ses actions de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. À Bamako, la Direction générale des douanes, à travers la Direction du renseignement et des enquêtes douanières, coordonne les activités de contrôle sur le terrain. Au cours de la procédure de dédouanement, on peut procéder à des vérifications qui peuvent aboutir à des constatations de fraude, qu'on peut qualifier de fraude intellectuelle ou physique. Maintenant, il peut y avoir une deuxième catégorie de fraude totalement en dehors de la procédure douanière. En ce moment, on parle là de contrebande. Pour ces professionnels, détecter la fraude n'est pas un simple jeu du hasard. Et comment détecter la fraude? C'est d'abord la formation. Il y a des méthodes qui font appel à des modes opératoires. La routine, c'est-à-dire qui fait appel à l'expérience que l'agent a acquis lors de l'exercice de ses fonctions. Il y a les renseignements et il y a ce qu'on appelle un ensemble de faisceaux en termes d'analyse des risques qui peuvent orienter les contrôles. Il y a certains matériels aussi, spectromètres, qui peuvent nous aider à détecter, analyser
L'année dernière et cette année aussi, les services de la direction du renseignement et des enquêtes douanières ont saisi en majeure partie des produits pharmaceutiques et des armements. Dans l'enceinte de la direction, ce grand magasin est rempli de produits de tout genre, tous saisis pour cause de fraude. Nous avons une grande quantité de produits pharmaceutiques contrefaits. Nous avons également des produits périmés. Ici, nous avons des sacs de sucre qui ne sont pas périmés, mais qui sont introduits frauduleusement sur le territoire malien. Vous avez également du tissu, que vous voyez ici, des balles de tissu imprimées, qui sont également introduits frauduleusement. Ici, vous avez un lot de mayonnaise également périmée. Vraiment un parterre de motos saisies. Ça semble un lien. C'est une qualité de drogue également que tout le monde sait. La fraude entraîne un énorme manque à gagner dans les caisses de l'État. Lutter contre ce fléau aide donc à minimiser les pertes. Au niveau de la direction du renseignement et des enquêtes douanières, sur les 3 dernières années, nous avons effectué des redressements à hauteur de 9 milliards 202 millions 279 655 francs CFA pour des pénalités de 1 milliard 099 millions 504 160. Sur la table du directeur, tout un lot de talkie-walkie qui permettent aux agents en mission de rester en contact permanent avec leur hiérarchie. Ces actions de la douane sur le terrain sont sensibilisantes en soi. Ces saisies représentent des pertes conséquentes pour les fraudeurs. Sidiki Dambélé et ses invités ont sûrement des réactions par rapport à la présentation de ces services. Bien sûr, la douane, vous le savez, exerce beaucoup de missions. Il y a une mission fiscale, une mission économique, une mission de facilitation des échanges et une mission d'appui aux autres administrations. Est-ce que, M. Konaté, vous arrivez à remplir aujourd'hui toutes ces missions-là? Merci, M. Dambélé. Comme vous l'avez dit, nous avons 2 principales missions. Même si aujourd'hui, les citoyens lambda voient généralement la mission fiscale, mais la mission économique est aussi importante que la mission fiscale. Et au-delà de ces 2 missions principales, nous avons des missions particulières, comme on l'a rappelé. Mais il est bon de signaler que la mission particulière de lutte contre la criminalité transnationale, c'est-à-dire des missions de sécurité, cette mission est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, est-ce que nous arrivons à assurer bien nos missions? Et je peux dire plus ou moins, parce que M. Makalou l'a rappelé tout de suite, nous avons 7200 km. Le Mali est frontalier avec 7 pays. Et les 7200 km, si nous étions dans une situation normale, c'est-à-dire qu'en dehors de l'insécurité, en dehors des problèmes que nous avons eu avec le Nord, l'administration des douanes avait le devoir, n'est-ce pas, de surveiller les 7200 ou 7300 km avec un effectif de moins de 2000 agents. C'est des difficultés. La seconde difficulté, c'est les moyens matériels et logistiques. L'État ne peut donner que ce qu'il a. Que nos budgets sont très limités. Alors, donc, nous faisons, pour répondre à votre question, nous faisons avec les moyens que nous avons. Ok. Alors, il y a la lutte contre la fraude, on a vu dans le reportage qui prend de l'ampleur. Monsieur Traoré, quel est votre rôle dans la lutte contre la fraude aujourd'hui? Est-ce que vous collaborez avec la douane ou bien vous cachez des choses, les transitaires? Merci, M. Dambélé. Au début de mes interventions, je vous ai parlé que nous sommes auxiliaires des services de douane. Donc, cela voudrait dire que nous n'avons pas d'autre choix que de collaborer avec la douane. Donc, nous ne pouvons pas aider la fraude, parce que si nous aidons la fraude, nous le faisons contre nous-mêmes. Parce que les fraudeurs ne passent pas par nous. Or, nous sommes installés pour pouvoir travailler. Donc, notre premier ennemi, ce sont les fraudeurs. Si nous avons un ennemi, ce sont les fraudeurs. Parce que nous sommes là
Vous êtes importateur. Si vous importez, vous passez par nos services, nous faisons votre dossier. Nous traitons votre dossier. Mais si vous faites la fraude, autant la douane est foulée au sol, nous, transitaires, nous sommes foulés au sol également. Ce qui ne va pas chez nous, avec ou sans rendez-vous, nous pouvons toucher jusque le directeur général des douanes du Mali. Ce qui est exceptionnel en Afrique. Il est plus facile dans beaucoup de pays voir un ministre que de voir un directeur général des douanes. Mais sans rendez-vous, à tout moment, notre fédération peut se lever et aller voir qui de droit. Ça, pour n'importe quel problème. Ça, c'est important. Donc, vous serez d'accord avec nous que quand déjà il y a ces modes de fonctionnement entre des entités, ça ne peut que marcher. Oui. Et M. Makolo, comment comprenez-vous, comment expliquez-vous l'ampleur de cette fraude au niveau des douanes? Est-ce que c'est parce que les taxes sont extrêmement élevées ou quoi? Pourquoi les gens cherchent toujours à sortir par les portes de derrière? Ça, c'est mon opinion personnelle. En fait, si vous prenez un pays comme les États-Unis, ils ont 4 tranches de taxes. Donc, vous savez dans quelle catégorie vous tombez. Je vous défie de prendre le code des impôts du Mali ou le code des douanes du Mali pour le lire, l'assimiler totalement et vous mettre d'accord parce que c'est trop compliqué. Donc, il va falloir que maintenant que nous simplifions un peu les procédures. Et je pense que dans Doing Business, le climat des affaires, ce sont des choses qui se font régulièrement et le Mali est en train de faire beaucoup de progrès là-dessus. On parlait dans l'un des reportages, on faisait une comparaison entre les pays. Au Mali, cette année, on était sur la base de 713 milliards comme recette, objectif de recettes. En Côte d'Ivoire, cette année, on est à 2716 milliards. Au Burkina, 750 milliards. Comment analysez-vous cette disparité entre voisins? C'est la taille des économies. D'abord, nous sommes plus comparables au Burkina qu'à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, parce que ce sont des pays qui sont quand même semi-industrialisés, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous savez que la base industrielle de l'Afrique de l'Ouest, francophone de l'UEMOA, se trouve au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous exportons de l'or, nous transformons 0%. Nous exportons du coton, nous transformons 2%. Le bétail, nous transportons presque rien. Donc, il va falloir que nous allions vers une stratégie industrielle parce que c'est en créant de la valeur ajoutée que nous allons créer des emplois chez nous. Okay. Mais encore faut-il qu'eux, ils puissent s'assurer qu'il n'y ait pas de dumping ou qu'il n'y ait pas de contrefaçon et de contrebande qui viennent concurrencer l'industrie locale. C'est l'une de leurs missions. M. Konaté et M. Traoré, vous n'êtes pas jaloux de vos voisins en termes d'objectifs de recettes quand vous voyez les chiffres? Oui, il y a des explications. M. Makalo vient de nous donner une explication par rapport à des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont des atouts. Nous comparons beaucoup au Burkina, parce que nous avons la structure de nos économies sont semblables. Ouais. Alors, mais il faut reconnaître que l'explication entre nous et le Burkina, au-delà du leadership et de l'engagement des agents, ça, c'est difficilement mesurable. Moi, je ne peux pas le mesurer. Au-delà de ça, il y a l'impact des mesures de soutien aux consommateurs. Vous savez que le riz est soutenu par l'État. L'importation, la base taxable aujourd'hui du riz a été revue à la baisse pour que le riz revienne moins cher au niveau du consommateur final. Donc, l'impact des différentes mesures de soutien que l'État décide de faire sur le riz, sur le sucre, sur le carburant, la différence entre les pays, une des grandes différences, parce que nous faisons beaucoup de recettes sur ces produits, une des grandes différences peut provenir en tout cas de cet impact-là. Il n'est pas évident que le Mali ait la même politique en matière de soutien aux consommateurs que le Burkina. Voilà, donc l'une des explications, ça peut être cela. Mais nous suivons, nous sommes en contact avec nos collègues burkinabés. C'est vrai qu'ils ont, dans certains domaines, la douane burkinabé a des avancées, mais dans certains autres domaines, la douane burkinabé vient faire des missions d'études au niveau du Mali. Okay. Voilà. Et M. Traoré, juste une parenthèse, juste pour les produits pétroliers, vous savez, il y a 2 grandes raffineries en Afrique de l'Ouest francophone, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que nous allons acheter notre carburant. Mais imaginez-vous que l'essence, le carburant coûte moins cher chez nous ici que là-bas. Parce que l'État décide de laisser tomber certaines taxes, de subventionner ça. Là.
Okay. Donc il faut abandonner les subventions, il faut aller vers l'abandon des subventions. Non, pas du tout. Parce que nous sommes un pays Monsieur Makalou, juste, il ne faut pas abandonner, mais je trouve en tant que directeur des recettes... Ça crève vos budgets. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Je pense que ça ne peut pas continuer. Ces mesures de soutien sur ces produits, ça ne peut pas prospérer, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à alimenter le budget à hauteur de souhait et continuer à subventionner. C'est très difficile. Économiquement, c'est intenable. Alors, M. Traoré, oui. À votre niveau, vous parlez avec vos homologues de la sous-région. Est-ce qu'ils vivent les mêmes problèmes que vous ici? Bon, on n'a pas souvent les mêmes problèmes. Parce que, comme vous voyez, dans ces pays, la part de l'exportation, si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, à part l'or, même l'or, c'est 3% qui sont payés en exportation sur l'or. Mais en Côte d'Ivoire, sur beaucoup de produits d'exportation, et ils perçoivent quelque chose que le Mali ne perçoit pas. Donc, vous avez une différence notable à ce niveau. Comme ils vous l'ont dit aussi, par rapport au carburant, ça a même failli poser des problèmes entre le Mali et nos voisins. Parce que le carburant coûte moins cher au Mali que dans toute la sous-région. Et jusqu'à un certain moment, il y a eu des problèmes sérieux entre nous et nos amis du Sénégal. Parce que les camions sénégalais, en venant au Mali, prennent du carburant au Mali. C'est moins cher. Le véhicule malien qui quitte le Mali pour aller s'approvisionner au Sénégal prend son carburant sur le territoire malien. Donc les Sénégalais, à un certain moment, ils ont compris que tous ces camions qui viennent sur leur territoire ne prennent rien sur leur territoire. Or, malheureusement, les systèmes de viande qui existent au Mali n'existent pas au Sénégal. Pour eux, les camions ne prennent pas de viande, c'est sur le carburant. Donc, ils ne prenaient pas de carburant. Donc, tous les camions avaient fait des réservoirs, double réservoirs pour prendre l'aller-retour. Donc, à un certain moment, ils nous ont même vidé le carburant de nos camions à la frontière, qui a posé même une grève énorme à ce niveau. Alors, parlons de la collaboration entre la douane et ses partenaires. Il y a un moment, il y avait des bisbilles entre la douane et les opérateurs économiques. Mais avant de lancer ce débat, Nianalou Traoré, vous avez une de vos équipes de reportage qui est allée sur le terrain. Oui, aller sur le terrain, mais il ne faut pas oublier aussi, Sidiki Dambélé, que cette émission, il y a la participation du public qui est dans la salle. Et je crois que j'ai une dame qui est là par rapport au sujet qui vient de passer. Elle veut intervenir dedans. Madame, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs ainsi qu'à la salle et faire votre intervention. Safiatou Koulibaly, je suis professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion et je dispense les cours de comptabilité générale. Ma question revient à M. Makalou. Et si l'État alignait le Mali alignait ses fonctionnaires et ses salariés avec la sous-région, est-ce qu'il y aura en ce moment question de subventionner ces produits? Vous savez, pour les notions de salaire, si vous prenez notre budget 2020, vous savez combien le gouvernement a prévu pour les salaires pour l'année 2020? Un peu moins de 650 milliards pour 120 000 fonctionnaires. Et nous sommes 20 500 000 Maliens. Donc ça occupe un poste déjà important au niveau des finances publiques. Mais le problème, c'est qu'avec le carburant, si vous augmentez le prix du carburant, ça réjaillit sur tous les autres biens de consommation. Par exemple, demain, si on augmente le prix du carburant, vous allez voir les boulangers, les transporteurs, tout le monde, tous les prix vont augmenter et les prix à la consommation vont augmenter, y compris l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Bon, quand l'inflation augmente, votre pouvoir d'achat diminue. Bon, pour le moment, l'inflation est maîtrisée au Mali. Je pense que tout se tient. Et le mot que je voulais placer, c'était par rapport à l'intégration économique. Nous sommes dans deux ensembles d'intégration économique, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un marché commun où il y a la libre circulation des personnes et de leurs biens et des facteurs de production. Et la liberté d'établissement, surtout l'étendue. Et si vous prenez la CEDEAO, c'est 5 100 000 km². Donc, et 400 millions de personnes. Donc c'est un marché intérieur de 400 millions de personnes.
Et en plus, c'est le niveau le plus élevé d'intégration économique, c'est-à-dire qu'il y a l'harmonisation des politiques monétaires et fiscales. Donc l'objectif ultime, c'est d'avoir une monnaie commune. C'est déjà le cas dans l'UEMOA et c'est ce que nous essayons de faire avec l'ECO bientôt, avec les 14 autres pays. Oui. Juste une réaction par rapport à ça. Juste pour compléter l'intervention de M. Makalou, c'est vrai, la justification de beaucoup de subventions, ce qu'on nous dit, c'est la faiblesse des revenus. Bon, si la faiblesse des revenus peut expliquer certaines subventions, personnellement, j'ai du mal à comprendre le cas d'autres. Quand vous prenez le gaz, ce n'est pas le paysan de Kolanyaba qui va utiliser, de bon village qui utilise le gaz. Ce n'est pas une question de revenus. Au contraire, le gaz il est utilisé, de mon point de vue, par la couche la plus aisée, l'une des couches les plus aisées de la population. Alors, on nous dit le gaz, c'est pour lutter contre la déforestation. Mais quel est l'impact? Est-ce qu'on a un moment mesuré l'impact pour pouvoir continuer ou arrêter avec cette subvention? Ça nous coûte beaucoup d'argent au niveau du cordon douanier. Vous savez, c'est pour la protection de l'environnement. Et vous allez au Burkina, la plupart des personnes utilisent le gaz butane au lieu du charbon, contrairement à nous. Et il y a des gens qui coupent le charbon ici pour l'amener en Mauritanie, au Niger et ailleurs, et détruisent notre environnement. Donc il faut subventionner. Et ce n'est pas le gouvernement malien qui paye la subvention. Ce sont les partenaires techniques et financiers qui payent cette subvention, malheureusement qui est utilisée par le ministère des Finances, et les revendeurs de gaz, ils ne sont jamais payés à temps, alors que leur subvention a déjà été bien fournie à l'avance. Je suis tombé dans ce cas. Ils sont toujours en grève. Je connais bien ce dossier. Au cœur de l'économie vous amène à présent passer une journée entière au poste frontalier des douanes de Zégoua. Avec Mamari Kone, Amadou Dolo et Seibou Diakité, nous allons être témoins des efforts fournis au quotidien par les agents sur place. Situé à 100 km de Sikasso, à 5 km de la Côte d'Ivoire et à 7 km du Burkina Faso, le bureau secondaire des douanes de Zégoua joue un rôle important dans la mobilisation des ressources financières et la lutte contre la fraude. Conformément à l'arrêté numéro 09-30-40 du 20 octobre 2009, il est ouvert à l'exportation sans limitation de valeur et à l'importation pour les opérations de droit commun d'une valeur inférieure ou égale à 3 millions de francs CFA. C'est un bureau qui est fermé à tous les régimes suspensifs, à l'exception du transit. Il est 10 h ce mercredi, nous assistons à la traditionnelle remise documentaire entre les douanes maliennes et ivoiriennes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les bureaux secondaires des Zégoua et des Pogo. C'est là pour éviter toute altération des documents. Et cette remise documentaire se fait 2 fois par jour. Le matin à 10 h et l'après-midi à 15 h par bordereau d'envoi contre décharge. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la transmission ça se passe très bien. On vient sans problème. On remet les dossiers, il contrôle aussi les T1. Après le contrôle du numéro de T1, il y a la signature à faire pour montrer que les camions sont rentrés au bon port. Le bureau de Zégoua dans le transit est l'une des activités phares dessert sur le plan national tous les bureaux de l'intérieur, Sikasso, Koutiala, Ségou, Mopti et Bamako. Quant au transit international, il s'effectue en direction de 3 pays frontaliers que sont le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Tous les chargements de carrosserie font l'objet de pesées systématiques au pont bascule et les résultats sont donnés au chef de brigade pour appréciation. C'est dans une parfaite entente que travaillent les chefs de brigade et les chefs de visite en vue d'accomplir leurs missions respectives. C'est une journée chargée avec le flux de véhicules. J'assure la conduite et la prise en douane des marchandises. Une bonne prise en charge, une bonne conduite des marchandises à destination. Je suis chargée des opérations de dédouanement des marchandises.
Et pratiquement, on ne fait que le ciment. On procède à la vérification, c'est-à-dire contrôler la régularité des données sur la déclaration par rapport aux documents joints. On détermine l'assiette des droits et taxes conformément aux textes régissant l'administration des douanes en matière d'évaluation. Dans leurs tâches quotidiennes, les agents procèdent à la fouille systématique des cars voyageurs et au dédouanement des marchandises. Le bureau secondaire de douane des Zégois n'a pas seulement vocation du transit. Nous faisons des dédouanements, mais cela à notre mesure. Donc les marchandises de faible valeur, de 1 à 250 000 francs, nous faisons une perception directe. Et les usagers qui arrivent spontanément, qui ne sont pas des commerçants, mais qui ont des marchandises dont la valeur est supérieure à 250 000 francs, nous faisons une déclaration simplifiée qu'on appelle DS4. Le bureau secondaire des douanes des Zégois, comme les autres structures de la douane, apporte sa contribution au budget national. La direction générale des douanes a assigné au bureau secondaire des douanes des Zégois une prévision annuelle de 921 700 000 francs CFA. Et à date, à mi-parcours, le bureau secondaire de douane des Zégois a réalisé un montant de 1 milliard 967 557 744 francs CFA pour un taux de réalisation de 213%. En marge de la mobilisation des ressources financières, les soldats de l'économie mènent une lutte implacable contre la fraude. Sur ce terrain, des résultats notoires sont obtenus malgré la modicité des moyens. Le bureau secondaire de douane des Zégois a eu à saisir 72,870 grammes d'or. Les devises, nous avons saisi 250 000 euros, soit 160 989 250 francs CFA, avec 10 briques de cannabis. À la direction régionale des douanes de Sikasso, on apprécie les résultats obtenus à Zégois. Le bureau secondaire de Zégois est d'un apport considérable dans la mobilisation des recettes de la direction régionale des douanes de Sikasso. C'est le lieu pour moi de remercier tout le personnel de Zégois pour tout ce qu'ils font comme sacrifice dans le cadre de la mobilisation des recettes. Le bureau secondaire des douanes de Zégois dispose d'une superficie de 9 hectares qui sert de parking pour les véhicules en transit. À noter qu'une trentaine d'agents travaillent dans ce bureau. La région douanière de Sikasso comprend le bureau principal de Sikasso, le bureau de Zégois à la frontière ivoirienne et celui de Eremakono à la frontière burkinabé. Un reportage signé Mamari Kone depuis notre station régionale de Sikasso. Sidiki Dambeli. Oui, justement. Monsieur Konati, simple question de compréhension. On entend souvent des commerçants dire que nos conteneurs, nos marchandises sont bloqués au niveau des douanes. Il faut combien de jours pour dédouaner un conteneur? Merci, monsieur Dambeli. Nous travaillons tous les jours dans le cadre du respect des normes pour réduire le temps de dédouanement. Mais il faut reconnaître que le temps de dédouanement, il ne dépend pas uniquement que du service des douanes, il dépend de nos partenaires. Des transitaires aussi. Des partenaires, des opérateurs, des importateurs. Donc c'est un temps qui dépend de nous tous. Alors, si vous me posez la question, combien de temps prend un conteneur? Quand je prends un conteneur qui dispose de toute la documentation requise, je ne vois pas de raison pourquoi ce conteneur va dépasser 24 heures au niveau d'un bureau frontalier. Mais quand il y a des difficultés, il y a des constats d'irrégularité, ne serait-ce que sur le contrôle documentaire, il y a des difficultés, il y a des retards. Et à ce niveau, le retard incombe soit à l'opérateur lui-même, soit à son déclarant. Alors, nous faisons de notre mieux au niveau de la Direction générale des douanes, parce que nous, Direction générale des douanes, nous sommes signataires, le Mali est signataire des accords de facilitation des échanges
facilitation, simplification, rationalisation des contrôles, mais efficacité dans ces mêmes contrôles. Nous avons signé ces accords de l'AFE. Nous travaillons par rapport au respect de ces normes et nous sommes en train de sensibiliser tous les jours le personnel de douane par rapport au respect de ces normes. C'est vrai qu'à certains niveaux, il y a des abus au niveau de la douane. C'est certain. D'accord. Et Monsieur Traoré, sur la durée du dédouanement et même le coût du dédouanement, comment vous arrivez à gérer tout ça? J'ai le témoignage par exemple d'un import-export qui dit que les conteneurs que nous dédouanions à 6 millions en 2017 nous reviennent cette année à 8 millions de francs CFA, sans qu'on nous explique le fondement de cette augmentation. Vous confirmez cela? Je ne confirme pas cela, même si je sais que nous avons assez de difficultés à ce niveau. Sur la durée, sur les coûts? Sur la durée, surtout sur la durée. Ce n'est pas 24 heures comme le dit... Non, ce n'est pas 24 heures. Et je suis sûr que chaque fois, nous saisissons la direction pour parler de ces retards-là. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, je vous ai dit qu'avec ou sans rendez-vous, nous pouvons voir les autorités douanières. Parce que chaque fois, on est confronté à ce genre de problèmes dans les frontières et dans les bureaux de dédouanement. Tenez-vous bien, l'administration malienne des douanes, c'est une administration qui a été informatisée et qui aujourd'hui est informatisée sur l'ensemble du territoire malien. Partout où vous avez un bureau de douane, vous trouverez que c'est un bureau informatisé. Et c'est là plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de problème. Parce que si nous comprenons que la simplification, la facilitation, la fluidité, tout ça repose sur l'informatisation et que nous avons cette informatisation, vous avez vu tout de suite dans les reportages, dès qu'un dossier est saisi dans le bureau des Égouas, si le destinataire travaille au bureau de Bamako ou à Ségou ou partout au Mali, dans les 5 minutes, le chef de bureau voit tout de suite qu'il y a une déclaration qui a été lancée pour M. Makalou en provenance de la Côte d'Ivoire sur son bureau. Il le voit tout de suite. Est-ce qu'à ce niveau, il doit y avoir d'autres problèmes encore? Vous importez la marchandise sur le tronçon Dakar-Kati. La marchandise arrive à Kati. Nous avons à ce niveau un magasin où les marchandises s'arrêtent, là-bas à Kati. Donc le dédouanement est fait. C'est quand le dédouanement est fait que les marchandises viennent à Bamako. Vous dédouanez votre marchandise dans le bureau de Kati. Après le dédouanement, il faut soumettre cette documentation aux enquêtes douanières. Il faut aller soumettre ça à la BMI, Brigade de recherche mobile. Il faut aller soumettre ce document à la recherche de Bamako et de Kati. Donc, on a dit qu'on ne prend pas de temps. Vous avez pu déclarer, vous avez payé les droits, mais vous n'avez pas votre marchandise. Parce que rien que pour ces trajets, souvent, vous faites plus de 2 à 4 jours. Et entre-temps, le camion est stationné là-bas, et vous avez payé, la douane a eu son argent, vous êtes entre des situations. Nous leur avons dit que, alors que depuis 2009, la direction a pris une note de service pour ces contrôles redondants, pour mettre fin à ces contrôles redondants. Ça, c'est une note de service de 2009. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, ce problème devrait continuer toujours? Alors, ça vous coûte combien? Je veux avoir une idée du coût de dédouanement d'un camion ou d'un conteneur. Le dédouanement ne se fait pas comme ça. Okay. Ça, ce n'est pas douanier. Un dédouanement est fait en fonction d'une facture. Monsieur Dambélé, vous avez été payé, vous avez payé des marchandises, vous avez mis ça dans un conteneur. La marchandise vous a coûté 13 millions. Et quand vous venez, si c'est des médicaments, on vous dit que vous ne devez payer que 2,3%, parce que c'est subventionné au Mali. Donc le dédouanement est fait sur la valeur de la facture, pas sur le conteneur.
ça c'est une explication qui ne tient pas. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à cette explication? Je reconnais qu'il y a des choses à revoir dans notre dispositif. Il a évoqué la note de service. J'ai parlé tantôt du respect des normes que nous-mêmes, volontairement, nous avons signées dans le cadre des accords AFE. Il y a beaucoup de choses encore à revoir dans notre dispositif. Mais ce que mon ami Traoré n'a pas voulu citer comme exemple, quand un opérateur importe du basin et qu'il déclare de la popeline, comment voulez-vous que ce véhicule soit libéré en 24 heures? Donc on fait ça aussi. Quand un opérateur fait introduire des produits de beauté avec une déclaration de l'exportation du Sénégal et qu'il déclare à la frontière pour bénéficier d'un CO au niveau du Mali. C'est quoi un CO? Certificat d'origine. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est vrai, il y a des abus qu'il faut rapidement corriger au niveau du dispositif douanier. Parce qu'il faut encourager ceux qui travaillent dans les normes. Il faut faire la différence entre les opérations régulières et les opérations de fraude. Les circuits ne devraient pas être le même. Sans quoi la Direction générale des douanes a quand même, il a dit tantôt, dans le cadre de la facilitation et de l'accélération, si quelqu'un a intérêt dans la rotation des véhicules, c'est nous, Direction générale des douanes. Parce que plus les véhicules font des va-et-vient très rapidement, plus nous avons des recettes. Alors, la DGD a pris quand même certaines mesures dans le cadre de la facilitation. Il a rappelé tantôt le problème de la levée de l'escorte sur les véhicules conteneurisés, sur les citernes, mais les carrosseries, on est obligé d'escorter, et lui-même il a expliqué, parce que les véhicules ne correspondent pas aux normes, et les pratiques que nous connaissons sur les carrosseries, je pense que c'est sur ce plateau, je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a des abus, mais cette lourdeur, je dirais quelque part administrative aussi, est-ce que ça ne complique pas les choses davantage? Si, c'est le climat des affaires et puis le manque à gagner. Parce que vous savez, nous sommes... Mais est-ce qu'avec l'informatisation, on devait être à ce niveau encore? On ne devrait pas être à ce niveau, mais il faut que vous compreniez d'abord la structure de notre économie. Si vous voyez notre économie, il y a 40% qui est basé sur le développement rural, c'est-à-dire agriculture, élevage, pêche, etc. Et vous avez 20% qui est basé sur le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie et les mines. Et vous avez 40% d'autres qui sont basés sur le secteur tertiaire, qui est le secteur des services. Et c'est là que vous avez le commerce et le transport. Et les Maliens sont très forts dans cela, depuis très longtemps. Il y a un autre problème, c'est maintenant la bureaucratie. Ce qu'on appelle en anglais red tape. Mais ça, ce n'est pas nécessairement parce que l'administration, pour moi, pour y avoir fait le secteur privé, mais aussi le secteur public, c'est une tradition. L'administration, c'est une tradition et c'est difficile de moderniser les choses. Nous avons une administration de type jacobine, centralisatrice. Nous avons calqué sur la France, sans avoir les moyens de la France, sans avoir la formation des fonctionnaires qui sont en France, qui sont d'abord bien rémunérés, bien formés, et bien encadrés et avec le pouvoir de recours. Parce qu'en réalité, dans notre administration, même si c'est dit, le pouvoir discrétionnaire est roi. Il va falloir réformer. Juste une réaction, faut qu'on... Oui, allez-y. Okay. Je voudrais ajouter que ce n'est pas que l'administration des douanes n'est pas en train de faire l'effort. C'est vrai que la hiérarchie douanière veut que ça aille. Mais vous avez des agents tellement mal formés, qui ne comprennent rien de ce que la direction donne comme instruction. Vous avez des agents qui, quand le camion arrive au terminal de Kati, vous avez des bureaux spécialisés qui n'ont pas de magasin. Donc, ils sont obligés de garer les camions dans ces espaces. Rien que pour retirer ces documents,
Rien que pour retirer un document, souvent, vous êtes à 48 heures, 72 heures, vous n'avez pas ce document. Juste pour retirer un document. Pour retirer un document. Et quel document encore? Quel document encore? C'est un trier qui a été levé au départ, qui se trouve dans les bureaux de réception, c'est-à-dire le bureau en question a le document dans l'ordinateur, il suffit de tirer seulement, mais on te dit il faut amener l'original. Et pourquoi les garde? Nous, on ne sait pas. Et nous avons envoyé plusieurs fois des correspondances à l'administration des douanes pour se plaindre de ce fait, mais toujours nous sommes dans cet état. Nous ne comprenons même plus. Il faut payer pour l'avoir? Non, il ne faut même pas payer. Mais on te dit qu'il faut que tu amènes. Tu amènes pour quoi faire? Vous avez ça dans votre machine. Tirez le document pour qu'on puisse avancer. Non, on nous dit non, il faut que tu amènes l'original. L'original d'un document qui se trouve dans ta machine. Et c'est nous qui payons l'entretien de cette machine. Parce que chaque déclaration paye 5 000 francs pour entretenir cet outil. Et c'était fait pour qu'on aille dans zéro papier. Aller dans zéro papier encore, on te dit il faut amener ces documents. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Oui, il y a des choses à revoir. Il faut être au cœur, il faut des réformes. Et pour les réformer, il faut être au cœur du secteur pour mieux comprendre les enjeux. Nyanya Alou Traoré. Le président de la Fédération des transitaires a trouvé la transition. Il a parlé de la formation. Depuis le début de l'émission, il y a une question qui me taraude. Comment devenir un douanier? Nous voyons des écoles de journalisme, d'infirmiers, mais il est rare de voir une école de douane, en tout cas à mon avis. Donc, curieux que nous sommes allés savoir. D'abord, sachez que la douane est un corps paramilitaire composé d'hommes et de femmes. Et pour être douanier, c'est tout un parcours. Il faut répondre à un certain nombre de critères avant d'être candidat au concours. Oui, il y a un concours à faire. Zoom donc sur le processus complet avec Boubacar Bablé-Touré. Pour passer de l'état civil au corps de douanier, c'est tout un processus. Pour être inspecteur de douane, il faut avoir un diplôme de niveau maîtrise ou tout autre diplôme de niveau équivalent reconnu par l'État. Pour la catégorie B2 et B1, d'abord pour la catégorie B2, il faut être détenteur d'un diplôme universitaire de technologie, DUT, ou d'un brevet de technicien. Pour être agent de constatation de douane, il faut avoir un diplôme de niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Il faut être âgé au moins de 18 ans et au plus à 40 ans. Après avoir rempli toutes ces conditions, place à présent au concours pour les candidats qui répondent à ces critères d'éligibilité. Là aussi, il y a deux types de concours. Il faut être admissible au concours direct de recrutement pour les fonctionnaires ou être candidat au recrutement simple pour les contractuels. Ce qui veut dire ici qu'il y a deux catégories d'agents qui peuvent devenir douaniers, à savoir les fonctionnaires et les agents contractuels. L'admission à ces concours ouvre la voie à l'étape de la formation. D'abord, la formation théorique pour permettre aux futurs douaniers d'acquérir des notions de base sur les textes qui régissent ce corps paramilitaire. Aujourd'hui, la formation est importante pour les douanes, d'autant plus que la douane, c'est une discipline qui évolue beaucoup. Chaque année, nous avons beaucoup de changements au niveau de la douane, notamment avec les outils et les instruments que nous travaillons, mais aussi nous sommes impliqués dans beaucoup d'engagements internationaux. Donc nous devons intégrer les dispositions de ces traités, de ces engagements internationaux dans notre dispositif. Donc il faut vraiment adapter les connaissances, les compétences des agents dans tous ces mécanismes. La formation militaire, elle est organisée par les écoles de gendarmerie, donc qui nous fait part, n'est-ce pas, de la disponibilité de leur formation. Donc nous préparons en conséquence pour les envoyer nos fonctionnaires stagiaires pour qu'ils aient une formation militaire de 6 mois.
Une fois ces différentes étapes franchies, les élèves douaniers sont ensuite envoyés dans les différents postes du pays pour un stage probatoire. Après avoir fourni ce rapport de fin de stage, l'élève est enfin douanier à part entière. Il est ensuite renvoyé à ses fonctions pour servir l'État partout où le besoin se fera sentir. J'espère que nous avons tous été édifiés pour ceux qui veulent être douaniers et pour être encore plus complets et mieux connaître le métier. Nous vous invitons à suivre ce portrait croisé. Allons-y à la rencontre de Diakité Saran Diakité, inspecteur des douanes et chef du bureau des régimes économiques. Elle est à côté de moi, c'est elle ici présente. Le second est Amou Ahmed Sidi Guindo, commissaire agréé en transport et PDG de la société United Transit Company. C'est pour encore plus parler de la complicité entre les transitaires et les douaniers. Moussa Papa Idara, Moulay Sidibé, Mohamed Sidibé. Aux allures militaires, tous ces pas sont comptés. Passer inaperçu, c'est son credo, mais c'est sans compter sur sa tenue bleu ciel qu'elle arbore tous les jours et son titre de chef de bureau des régimes économiques à la douane. Femme discrète, Diakité Saran Diakité est plus à l'aise avec les chiffres que devant la caméra. Elle fait partie de ceux qui révolutionnent les caisses de l'État. Je joue un rôle de coordination et de supervision des activités des différentes sections du bureau. Dès mon arrivée le matin, je traite d'abord le courrier afin d'évacuer les urgences. Je procède à la répartition et au suivi de l'exécution des tâches. Je suis personnellement les prévisions et les réalisations des recettes du bureau. Je reçois régulièrement tous les partenaires du bureau, particulièrement les commissionnaires agréés en douane, communément appelés les transitaires, et autres usagers du service. Diakité Saran Diakité est inspecteur de douane et chef du bureau des régimes économiques depuis mars 2020. Née à Bamako, prédisposée à une riche carrière de fonctionnaire international, elle se retrouve à la douane en 1998 après sa fin de cycle à l'ENA. Au moment de préparer le thème de mémoire, moi j'avais fait les 2 premières propositions, c'était sur le droit international humanitaire. C'est ma dernière proposition de thème qui a été retenue par l'encadrement. C'est dans le but de préparer ce thème que j'ai bénéficié d'un stage au niveau de la Direction générale des douanes pour quelques mois. Juste 4 mois après la soutenance, la direction de la fonction publique a organisé des concours dans différents domaines. Je me suis présentée, Dieu faisant bien les choses. J'ai été major de la promotion au concours. Par rapport à la formation militaire aussi, j'ai été major de la promotion. Si la douane était un saut dans l'inconnu pour Saran, ce gestionnaire de 52 ans est en terrain connu. Amou Ahmed Sidi Guindo est inspecteur de douane de 1994 à 2010. Il s'est vite reconverti dans le privé et est aujourd'hui le PDG de United Transit Company. Son objectif, jouer un rôle d'interface entre les importateurs et l'administration des douanes. C'est ce qu'on appelle commissionnaire agréé en douane ou transitaire. Le métier du transitaire, il englobe plusieurs activités, comme je le disais tantôt. Il s'agit d'abord des formalités douane. Ensuite, il peut être un commissionnaire agréé en transport et faire la logistique, la full logistique. La full logistique, c'est-à-dire la manutention, le stockage et le conseil. Le matin, c'est la vérification de routine sur une superficie de 20 mm² qui abrite les bureaux et les entrepôts. Tout est calculé au millimètre près afin d'optimiser le temps et être efficace dans les tâches. Vous avez des marquages au sol qui permettent de délimiter les zones et l'activité à l'intérieur du magasin pour éviter qu'il n'y ait d'accidents, pour éviter que le personnel et les engins ne se croisent. Le magasin est organisé de manière à ce que chacun puisse s'orienter facilement dans le magasin. Les recettes de l'État, leur principale préoccupation. Saran tient régulièrement des séances de briefing avec son staff. Pour le mois en cours, c'est la course contre la montre.
Aujourd'hui, on va se focaliser particulièrement sur la situation des recettes. C'est le suivi quotidien des émissions des recettes que nous faisons tous les jours. Et les rencontres, ça ne se limite pas à une seule fois dans la journée. On se retrouve ensemble, on le fait. Et puis chacun aussi dans son bureau le fait. Au même moment, Amour réunit son équipe afin de statuer sur le blocage de certaines marchandises au niveau de la douane. Une fois que la cession est faite à l'État malien, il faudrait que nous puissions, nous, de notre côté, apurer tous les dossiers en instance. C'est un mariage professionnel entre les commissaires agréés en douane, communément appelés transitaires, et les douaniers. Et justement, Amou Guindo et Saran Diakité se côtoient au quotidien. Oui, Madame Diakité Saran, nous travaillons avec elle parce que nous avons des clients qui sont en entrepôt sous douane. Ça veut dire que les marchandises à l'arrivée à Bamako sont d'abord placées au niveau de leur entrepôt. Ensuite, les formalités de mise à la consommation se font plus tard. Nos rapports avec les commissionnaires agréés en douane, communément appelés transitaires, et les usagers en général sont cordiaux. Ils sont des partenaires privilégiés du service. Hier, le chef de brigade m'a fait le point par rapport au paiement de la RI concernant UTC. Oh oui, je le connais en tant que déclarant en douane, commissionnaire agréé. Nous travaillons régulièrement ensemble. Il a des sociétés de clients dont leurs opérations sont domiciliées auprès du Bureau des régimes économiques. Merci Madame Diakité, merci pour la disponibilité et on garde le contact. On est là pour ça. Merci. Entre la recherche des finances et la délivrance des marchandises, Saran s'informe dans les livres sans laisser passer les chiffres. Quant à Amou Guindo, il se libère dans le jeu d'échecs sur lequel le Dogon gestionnaire est imbattable. Moi, j'aurais une question pour M. Konaté. Est-ce que le JAR est respecté à la douane? Vous allez répondre tout à l'heure. Puisque le directeur des douanes a reconnu qu'il y a beaucoup d'abus, à quand la fin de ces abus-là? Deuxièmement, quand il y a des abus au niveau de la douane, et cela porte préjudice aux opérateurs économiques, à l'importateur d'abord et puis après aux transiteurs. Et quand il y a des préjudices à ce niveau-là, et quelles sont les voies de recours? D'abord, quelles sont les voies de recours d'un opérateur lorsqu'il y a des abus de la part d'un agent de douane? Et s'il y a des préjudices, et comment, et qu'est-ce qui est prévu en matière au code des douanes pour réparer ces préjudices-là? On va permettre à M. Konaté de répondre déjà à cette série de questions. Il faut avouer que le JAR, au regard du constat actuel, le JAR n'est pas respecté. Parce que quand vous prenez l'effectif des douanes en 2020, nous sommes 1957 agents. Et sur les 1957 agents, nous avons 381 femmes. Donc 22% contre 78%. Alors, pour revenir à la question de la Chambre de commerce, je reconnais qu'il y a des abus. Je n'ai pas dit beaucoup d'abus. Ça vient de lui. Il y a des abus. Et nous, au niveau de la Direction générale des douanes, nous sommes en train de travailler, et M. le Président le sait, tous les jours pour minimiser ces abus. Et le constat a été fait par le président de la FETRAM. Ces abus sont dus en grande partie à des problèmes de formation des agents de douane. Vous savez, nous ne sommes pas autonomes. Nous, douane, aujourd'hui, on n'est pas autonome en matière de formation, en matière de recrutement. Il n'y a pas la formation continue? Non, si. Il y a beaucoup de douanes de la sous-région qui sont autonomes en matière de recrutement, qui fixent à l'avance les critères et qui recrutent. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé de laboratoire. Voilà. Nous n'avons pas de laboratoire parce que nous ne pouvons pas. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de chimistes.
Nous avons besoin de spécialistes, mais nous ne sommes pas autonomes encore en matière de recrutement. Alors, donc, il se pose effectivement le problème de la qualité des ressources humaines. Nous l'avons perçu au niveau de la Direction générale des douanes. C'est pourquoi nous sommes depuis 2 ans, nous sommes dans un projet de gestion des effectifs et des emplois liés à la compétence que nous appelons GPEC. Alors, ce projet, nous l'avons perçu et nous avons été, disons, encouragés et accompagnés par la coopération suédoise à travers l'Organisation mondiale des douanes. Alors, les autorités actuelles ont compris que pour avoir le bon douanier, il faut beaucoup travailler sur les compétences et lier les compétences aux emplois. Nous pensons que dans un moyen terme, nous allons avoir des agents de qualité, puisque nous avons comme devise de rendre un service de qualité aux usagers. Alors, il a parlé de recours. Quels sont les recours? Bon, Monsieur le Président connaît déjà toutes les voies de recours. Je commence déjà par le recours hiérarchique. Vous avez un problème avec un agent de douane, le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est de s'adresser à son chef de bureau ou à son chef de visite ou à son directeur régional ou à la limite à la direction générale des douanes. Monsieur Traoré, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui selon vous pour que la satisfaction soit au bout, pour qu'il y ait un partenariat vraiment gagnant-gagnant et qu'on oublie toutes ces tracasseries-là? Merci, M. Dameli. C'est notre souhait de tous les jours. Mais je vous avoue que sans formation, ça va être difficile. Parce que le mode de recrutement au niveau de la douane est sans pareil. Vous avez des agents qui viennent à la douane sur concours. On recrute des gens n'importe comment. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils sont inspecteurs, ils sont contrôleurs. Voyez-vous seulement, entre le Mali et le Sénégal, à la date d'aujourd'hui, le Sénégal n'a jamais atteint 100 inspecteurs des douanes ensemble. Ça ne s'est jamais passé. Il y a quelques années, ils étaient aux alentours de 97 et quelques. Mais ils n'ont jamais atteint 100 inspecteurs des douanes. Voyez-vous au Mali, par la politique, parce que ce n'est pas la faute de la douane, c'est la fonction publique. Nous avons vu des secrétaires devenir inspecteurs moins de 10 ans. Donc, avec de tels agents, comment vous pouvez vous attendre à un service ce n'est pas possible. Donc, nous, on n'en veut pas seulement qu'à la douane. La fonction publique qui recrute ces gens-là, parce que vous avez d'autres qui passent par voie de concours, d'autres viennent au plan politique. On envoie des agents qui ont intégré la douane. Au début, on va dire que ce n'est pas à main. Quelques années, ils sont inspecteurs comme les autres inspecteurs. Sans quoi aujourd'hui, il y a aujourd'hui des jeunes inspecteurs qui sont sortis de l'ENA, qui ont un très bon niveau. Donc, nous voyons les choses venir petit à petit. Mais si on ne prend pas garde et qu'on ne dise rien à la fonction publique, qui continue à envoyer, à faire des agents, des inspecteurs chaque année, on ne trouvera pas la solution. La première solution, c'est d'assurer une autonomie de recrutement à la douane, à l'instar d'autres administrations sœurs de la région, qu'on permette à la douane de fixer les critères et de recruter. Et deuxièmement, il faut travailler, et on est peut-être sur cette voie, pour que le centre de formation actuel, parce que nous avons un centre de formation et de perfectionnement, il faut le transformer en une véritable école des douanes. Et sur la facilitation des procédures, M. Makalou, c'est quoi la solution? Il faut aller aujourd'hui vers un guichet unique de dédouanement pour faciliter les procédures? Oui, c'est cela qui se produit ailleurs. Par exemple, je vais reprendre encore le cas des États-Unis que je connais bien, le taux de dédouanement d'un véhicule, c'est un guichet unique. C'est 5%, c'est pas autre chose. C'est un taux unique, à moins que la voiture soit spéciale. Bien, on va permettre à 2-3 personnes de poser des questions ou bien de faire des contributions. Madima Mantunkara, je suis le directeur adjoint des recettes de la planification et des programmes de vérification à la Direction générale des douanes. Mon intervention, c'est par rapport au rapport entre l'administration des douanes et aux usagers.
pour savoir que ce rapport ne sera assaini que lorsque nous avons des opérateurs économiques très sérieux. Ensuite, il faudrait que les agents des douanes aussi maîtrisent leur matière, c'est-à-dire les différents textes que nous devrons appliquer. Moi, je suis M. Brema Dramé, je suis le secrétaire de la Fédération des transitaires. J'ai une question qui s'adresse à M. Makalou. D'accord. Comme il disait qu'aucun pays ne peut se développer si ce n'est pas dans l'industrialisation. Je voulais lui poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, vu le nombre de nos importations, quelle politique avez-vous adoptée pour au moins sensibiliser nos opérateurs à aller vers cette industrialisation, alors tant demandée par tous les acteurs? Moi, je m'appelle Mamadou Sanogo de CFAO Motors Mali. Je vends des véhicules. Tout ce que je vends comme véhicule de type pick-up double cabine, dans une conjoncture déjà difficile, je vois que les droits ont été rehaussés de 10%. Les droits étaient à 10%, on les a amenés à 20%. Donc logiquement, j'ai l'impression que la douane même contribue à réduire ses potentialités en matière de recouvrement de recettes. Je m'appelle Moussa Konaté et je suis gestionnaire au groupe Toguna. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous transformions, si on avait des industries de taille, est-ce qu'aujourd'hui, on sentirait autant cette pression de l'embargo? Moi, je suis Amidou Guindo, je suis chargé de mission à la direction générale de la BDM. Le point, en fait, qui a retenu mon attention dans les interventions, c'est la question qui est adressée au doyen Makalou, c'est la question de l'industrialisation. Bon, cette question, elle est fondamentale et il est nécessaire que la structure même de l'économie change pour que les industries puissent représenter une portion importante de l'économie. Cela se reflète à la structure du portefeuille de chez nous. Aujourd'hui, par exemple, le commerce est le secteur le plus financé au niveau des banques. Nous avons une bonne situation, mais c'est fondé sur un domaine qui n'est pas durable en réalité. Si on venait à financer, par exemple, les industries qui font la transformation, qui ont une certaine durabilité, qui créent de la valeur, je pense que la structure même de nos emplois pourrait s'améliorer en conséquence. Je me nomme Amara Doumbia. Je voulais intervenir par rapport au contexte. C'est vrai, le contexte il est difficile. C'est vrai, on se plaint de l'embargo, c'est vrai, on se plaint du Covid. Mais c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions. C'est aussi l'occasion de saisir des opportunités. Et l'opportunité d'assainir en fait notre système. Merci. C'est Madame Diakité, Saran Diakité. Je suis le chef du bureau des régimes économiques. Moi, mon intervention va porter sur l'intervention de M. Traoré par rapport au retard accusé dans les opérations de dédouanement. Donc, j'avoue que tout ce qui est contrôle n'est pas généralement apprécié. Surtout s'il s'agit du contrôle effectué par les services d'assiette. Donc, moi, je dirais que ces différents contrôles, ce n'est pas méchant. C'est dans le but de la sécurisation des recettes de l'État. Makalou veut commencer. L'intervention de Makalou. Oui, voilà. Okay. Monsieur Tunkara, je pense qu'il faut une plus grande coopération secteur public, secteur privé. C'est ça qui va permettre à notre pays d'amorcer son développement économique. Parce que, comme vous le savez, de nos jours, ce n'est pas l'État qui doit être le marchand, c'est le secteur privé qu'on doit pousser. Un secteur privé dynamique doit être mis en place, en tout cas appuyé et accompagné. Donc maintenant, M. Dramé a parlé d'industrialisation, de même que M. Konaté qui a parlé de l'impact de l'embargo. Ce que je puis dire par rapport à cela, M. Guindo aussi a parlé de l'industrialisation, il a fait une contribution dans ce sens. Par rapport à l'embargo, déjà, si il y a une certaine transformation, ça permet déjà, parce que vous savez, même les biens de consommation, notre 5e poste d'importation, c'est des biens de consommation courante. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer cela? Des biens de consommation courante, c'est-à-dire des allumettes, des choses comme ça.
que nous pouvons faire ici, que nous avions l'habitude de faire ici. Je suis en train de faire un travail sur la Première République. Mais vous savez, il y a une quarantaine de sociétés et entreprises d'État qui avaient été mises en place entre 60 et 67. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais c'est que nous avons des avantages comparatifs que nous devons exploiter. Vous avez donné le cas de la pâte de tomate qui est bien cultivée. Enfin, la tomate qui est cultivée chez nous, mais nous ne faisons pas de pâte de tomate. Mais il faut tenir compte non seulement de la politique industrielle. Nous n'avons pas de politique industrielle. Et c'est l'ensemble des pays de la sous-région. Hein. M. Konaté. Merci, M. Dabélé. Une série de questions aussi. Très rapidement, il y a une question par rapport au véhicule. Il semblerait que celui qui a posé la question a constaté qu'il y a un changement dans le dédouanement des véhicules. Je vais juste rappeler que les véhicules, quand même, je parle sous le contrôle de M. le Président qui est là, le président des déclarants. Les véhicules, c'est l'une des marchandises les plus faciles quand même à dédouaner parce que la valeur est déterminée soit par l'Argus, un journal, soit par la facture aussi, c'est un véhicule neuf. Mais ce qui est arrivé, c'est que la Direction générale des douanes, à un moment donné, a fait le constat qu'il y avait de mauvaises pratiques. Ce plateau n'est pas bien indiqué pour qu'on rentre dans les détails. Il y avait de mauvaises pratiques. Il faut recadrer. Et nous avons recadré. Ce n'est pas parce que nous avons décidé de relever le niveau des droits pendant un moment de crise. Non. On a constaté qu'il fallait recadrer cette activité. On l'a recadré. Par rapport à la complicité, les cas de complicité entre les importateurs et les agents de douane, quand il y a fraude, c'est clair parce que quand il y a des cas avérés de complicité, l'importateur, ces infractions sont réprimées par le code des douanes et éventuellement par le code de procédure pénale. Et l'agent de douane aussi, s'il est avéré que vraiment la complicité est établie, il est soumis aux sanctions disciplinaires et au code de procédure pénale également. C'est clair. Alors, la situation difficile actuelle, est-ce qu'elle devrait être une opportunité? Oui, de mon point de vue, je rajoute à ce que Bakalou a dit, ça devrait être une opportunité pour booster la production locale. M. Traoré. Oui. Merci, M. Damedé. Donc, j'ai une seule question, ça vient du chef du bureau du Breu. Elle l'a interpellé parce que j'ai parlé des retards au niveau. Et nous parlons de ça parce que c'est un constat qui est là et qui est réel. Par exemple, prenons l'exemple uniquement sur les bureaux de frontières. Les bureaux de frontières du côté sénégalais, nous avons vu dans les reportages, nous avons vu que du côté de Poko, nous avons vu une remise de documentaire entre les deux douanes. Nous l'avons vu dans les reportages. Oui, je vois. Nous avons tout fait sur le corridor Sénégal-Mali, que ça se passe comme ça. Mais à chaque fois, les Sénégalais retiennent les documents et demandent, au lieu que les douaniers, que la remise se fasse entre les deux douanes, comme on l'a vu dans les reportages, ça se passe entre douaniers et transitaires, moyennant de l'argent. Et c'est encouragé par la douane malienne. Attention. Je vais réagir. Mais moi, je vais réagir. Oui, non, il termine d'abord. Voilà. Il termine d'abord. Pourquoi je dis que c'est encouragé par la partie malienne? Si les Maliens avaient souligné à leur hiérarchie ici que, attention, malgré tout ce que nous avons fait, les Sénégalais refusent de nous donner les documents. Parce qu'à chaque réunion, vous-même vous êtes témoin. Nous avons été au Sénégal plusieurs fois ensemble. À chaque fois, je parle de ce problème aux Sénégalais. Donc, il suffisait que la douane malienne nous accompagne en refusant de prendre les documents avec les transitaires et de les renvoyer chez les homologues sénégalais pour régler la question. Prenez le bureau de la facilitation. Un bureau qui est créé pour faciliter. Est-ce qu'on peut être juge et partie? Ce n'est pas possible. Ces bureaux devraient accompagner les opérateurs économiques. Aller dans les bureaux, les entreprises des uns et des autres. Aller demander qu'est-ce que vous souffrez de l'administration des douanes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est eux qui traitent nos dossiers. Et la direction est complice de ça aussi.
Bon, on en a parlé, en tout cas, la discussion continue. D'accord. D'accord, M. Dabélé, voilà, je comprends le cri de cœur de mon ami Baba, mais j'ai dit, en tant que directeur de recherche, je préfère avoir une structure de contrôle devant un bureau où il peut avoir quelques complicités, de transformer un conteneur de basin riche en percale. Je préfère avoir une structure de contrôle à ce niveau et redresser le travail qui est en train d'être fait à ce niveau que d'aller chercher 10 BJ de sucre vers la pantière mauritanienne. Maintenant, pour revenir au problème de remise documentaire douane. C'est vrai, nos amis de la FETRAM ont beaucoup agi par rapport à ça, mais ils ont trouvé déjà que ça, c'était une recommandation forte dans le cadre de la bilatérale entre les administrations douanières du Mali et celle du Sénégal. Alors, j'invite mon frère Baba à nous rapprocher. Nous allons lui remettre toute la documentation qui a été faite, toutes les lettres de rappel qui ont été faites par la Direction générale des douanes pour la mise en œuvre de cette recommandation. Alors, maintenant, ce que je propose, quand ils pensent que c'est la douane qui encourage ce comportement de nos amis sénégalais, moi je préconise, je recommande, ça c'est à titre personnel, je recommande au président de demander à ces adhérents de ne pas payer, de ne rien payer et de voir ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas la douane malienne qui demande de payer quand même. Hein. Vous savez, le service des douanes a été créé en 1960. On célèbre cette année le soixantenaire des douanes, le soixantenaire du Mali aussi. Je voudrais savoir comment appréciez-vous ce parcours-là des douanes? 60 ans de douane, je crois savoir que quand c'est les impôts qui ont été créés d'abord. La Direction générale des impôts, du crédit et des investissements qui regroupait la douane. Oui. Ça a duré un court moment avant que la douane ne soit créée. Mais je pense que c'est un long chemin parcouru. Et comme je l'ai dit, nous sommes un pays enclavé et nous vivons notamment de recettes fiscales, des impôts et des douanes. Donc ils jouent un rôle important au niveau de l'économie et aussi d'une industrie naissante. Si jamais nous nous mettons à élaborer une industrie, un secteur industriel de nom. D'accord. M. Traoré peut mieux faire? Oui, je remercie sincèrement la douane parce que aujourd'hui, l'administration des douanes est le seul service au Mali informatisé sur l'étendue du territoire. Ça, il faut les féliciter pour ça. Mais nous pensons qu'il peut mieux faire. Il peut mieux faire dans la gestion des ressources humaines. Sans quoi, vous n'avez pas de texte au Mali, au niveau de la douane, où vous pouvez reprocher, il n'y en a pas. Mais c'est dans l'application que vous avez des failles. Mais vous avez des textes où d'autres douanes viennent s'inspirer, mais ils viennent s'inspirer et puis quand ils vont, ils appliquent mieux que le Mali. C'est le problème du Donc Mali. ils peuvent mieux faire. D'accord. M. Konaté, merci, fier du parcours? Où la douane peut mieux faire. Nous avons des insuffisances qu'il va falloir très rapidement corriger. Mais nous avons également des atouts. Les atouts, je crois que d'autres personnes mieux indiquées que moi pourront en parler. Mais j'ai dit il faut absolument une nécessité d'adaptation, en tout cas de façon continue, du service des douanes aux réalités du commerce international. Et la nécessité de développer nos réflexes d'anticipation. Parce que la pandémie nous est tombée dessus. Et franchement, nous étions désarmés. Il faudrait donc, à l'avenir, que nous développions nos capacités de réflexe, en tout cas d'anticipation. Il faudrait que nous travaillions sur le leadership et la formation. Le leadership et la formation. Il faudrait que nous travaillions sur l'application, en tout cas, le respect de l'éthique et de la déontologie douanière. Merci, M. Konaté. Voilà ce qui met fin à cette partie de débat consacrée au secteur des douanes. Merci à nos invités, M. Konaté,
Amadou, qui est le directeur des recettes au niveau de la Direction générale des douanes, M. Suleiman Baba Traoré, transitaire, président de la Fédération des transitaires du Mali, et M. Modibo Mao Makalou, qui est économiste. Merci à vous, Nyanya. Merci Sidiki Dambélé, merci au Conseil national du patronat, merci à Spirit en coproduction avec l'ORTM, merci à toute l'équipe de réalisation dirigée par Amadou Baba Diallo, avec la coordination de Boubacar Bablé Touré, Mariam Siré, Ali Gouita. Un grand merci également au directeur général de la douane, M. Mahamé Dunkara, qui n'a ménagé aucun effort depuis le premier jour de cette initiative de réaliser ce numéro sur la douane manuelle. Monsieur le directeur général, un grand merci à vous. Merci aussi à nos invités et à nos téléspectateurs. Et s'il y a une chose à ne pas oublier, nos soldats de l'économie sont au contraire nos alliés, c'est mon avis. Ensemble, participons donc au développement du Mali. C'est la fin de cette émission. Bonsoir à tous.